Mon mari s'est approprié la réservation de restaurant que j'avais faite pour l'anniversaire de mon père et y a emmené ses parents à la place. Il n'a même pas demandé. Il s'est contenté d'envoyer un texto à 16h le jour même du dîner. Ma famille le mérite plus. Mon PDG est en ville et j'ai besoin de cette table pour décrocher une promotion. De toute façon, ton père a sa place dans un pub miteux. Il y serait plus à l'aise. J'ai relu le message 2 fois. Mes mains n'ont pas tremblé. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il y avait juste une immobilité soudaine et absolue dans ma poitrine, comme une porte lourde qui claque dans une pièce vide. Il ne demandait pas la réservation. Il avait déjà appelé le restaurant et changé le nom sur la réservation. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais me démener pour trouver un boui-boui à burger pour mon père pendant qu'il régalerait son patron à mes frais. J'ai répondu par 6 mots, mon frère est le propriétaire. Il m'a laissé en vue. Il ne m'a pas cru. Il n'a pas écouté, et ce fut la dernière erreur qu'il commettrait en tant que mon mari. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je vous souhaite également à tous une année 2026 heureuse, saine et pleine de force. S'il vous plaît, montrez votre soutien à la chaîne pour que nous puissions continuer à vous apporter ces histoires. J'adorerais avoir de vos nouvelles. Mon père, Brian, a passé 40 ans avec la Grèce, imprégné de façon permanente dans ses empreintes digitales. Il était mécanicien, le genre d'homme qui pouvait diagnostiquer une transmission en fin de vie juste en écoutant le vrombissement du moteur. Il n'avait pas de portfolio ni de profil LinkedIn. Il avait des mains calleuses, un atelier qui sentait l'huile et la menthe poivrée, et une colonne vertébrale en acier. Il m'a élevé seul après le départ de maman, faisant des journées doubles pour s'assurer que j'ai des manuels scolaires et un appareil dentaire. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais demandé de reconnaissance. Il faisait simplement son travail. Et puis il y avait Logan, mon mari depuis 3 ans. Logan ne réparait pas les choses, il les vendait. Il était directeur des ventes pour une entreprise de technologie, mais si vous lui demandiez, il était un visionnaire. Il était obsédé par l'apparence du succès. Il repassait ses jeans. Il louait une voiture qui coûtait plus cher que ma première année de frais de scolarité universitaire juste pour pouvoir la garer au premier rang. Il traitait la vie comme une performance artistique où le public était toute personne qu'il pensait pouvoir lui offrir une promotion. Le contraste entre les 2 hommes de ma vie n'était pas seulement saisissant, il était violent. Quand mon père venait dîner, il se frottait les mains 3 fois avec un nettoyant industriel avant de toucher quoi que ce soit dans notre salon immaculé au ton de gris. Il s'asseyait sur le bord du canapé, craignant de froisser le tissu. Logan l'observait avec ce sourire crispé et poli qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un regard de tolérance. La façon dont on regarde un chien errant que quelqu'un d'autre a fait entrer. Logan ne me l'a jamais dit en face au début, mais je le sentais. Il méprisait mon père. Il méprisait la Grèce, l'accent populaire, la façon dont mon père réparait un robinet qui fuyait au lieu d'engager un plombier. Pour Logan, mon père représentait tout ce qu'il était terrifié à l'idée de devenir, invisible. Et rien ne représentait mieux la visibilité pour Logan que l'encre dorée. Le restaurant trônait sur le front de mer de Boston, une forteresse de verre et d'acajou. Ce n'était pas juste un steakhouse. C'était un gardien du seuil. On ne pouvait pas simplement réserver une table sur une application. Il fallait connaître quelqu'un. Il y avait une liste d'attente de 6 mois pour le grand public. Mais les vrais acteurs du pouvoir, les PDG, les sénateurs, les familles de la vieille fortune, eux, entraient sans problème. Logan en était obsédé. Il parlait de l'encre dorée comme les hommes de foi parlent des cathédrales. Il consultait leur Instagram tous les jours. Il essayait de réseauter avec de jeunes managers juste pour mettre un pied dans la porte. Pour lui, y manger n'était pas une question de nourriture. C'était une question de validation. C'était la preuve qu'il avait gravi les échelons, qu'il faisait partie de l'élite, qu'il n'était pas juste un vendeur de banlieue se prenant pour un loup de Wall Street. Pour le 65e anniversaire de mon père, je voulais lui offrir quelque chose qu'il ne s'achèterait jamais. Je voulais qu'il soit traité comme un roi.
Je voulais qu'il s'assoie près de la fenêtre, regarde le port et mange un steak qui coûtait plus cher qu'un changement de plaquette de frein. Alors, j'ai obtenu une réservation. Logan ne savait pas comment j'avais fait. Il savait juste que je l'avais. Et dès l'instant où je lui ai dit que j'avais une table pour 4 à 19 heures le samedi soir, j'ai vu la faim dans ses yeux. Il n'a pas vu une célébration d'anniversaire pour un mécanicien. Il a vu un atout. Il a vu une opportunité. Et comme pour tout le reste dans ma vie, il a décidé que c'était trop beau pour être gaspillé pour ma famille. Nous vivions dans la maison d'amis derrière le domaine de ses parents. Sur le papier, cela ressemblait à de la générosité. Logan disait à tout le monde que nous économisions pour notre maison en restant chez Suzanne et Jeffrey. En réalité, je n'étais pas une locataire. J'étais une gestionnaire d'actifs à domicile avec un chéquier. La dynamique était subtile au début. Des courses par-ci, une facture d'électricité par-là. Mais ensuite sont arrivées les rénovations. Il y a 3 mois, Logan est entré dans notre petit salon avec une pile de devis d'entrepreneurs. Il les a jetés sur la table basse comme s'il abattait une main gagnante au poker. Maman veut refaire la salle de bain principale de la maison d'amis, dit-il en desserrant sa cravate. Carrelage italien importé, sol chauffant, une douche à effet pluie. Ça va être incroyable. J'ai regardé le total. 12 000 $. C'est bien pour eux, dis-je en retournant à mon ordinateur portable. J'espère qu'ils en profiteront. Logan a ri, un son sec et sans humour. Non, monsieur, c'est nous qui payons. Ou plutôt, c'est toi. Ma prime n'arrive pas avant le trimestre prochain, et l'entrepreneur a besoin de la compte maintenant. J'ai arrêté de taper. Pardon. C'est un investissement, dit-il, sa voix prenant ce ton condescendant qu'il utilisait pour expliquer des concepts simples à un enfant. Nous vivons ici sans loyer. Cela augmente la valeur de la propriété. C'est une plus-value. De plus, après tout ce que mes parents ont fait pour toi, en t'accueillant, en passant outre tes origines, c'est le moins que tu puisses faire. La voilà. L'hameçon. Pendant des années, j'avais porté ce que j'appelle maintenant la chaîne invisible du survivant. Quand on grandit avec un parent seul, en tirant le diable par la queue, en raccommodant des trous dans ses vêtements et en regardant d'autres familles prendre des vacances qu'on ne peut pas se permettre, on développe la conviction profonde qu'on est en quelque sorte inférieur. On croit que la stabilité est un luxe qu'il faut mériter. Logan et ses parents le savaient. Ils ont senti cette insécurité, comme les requins sentent le sang dans l'eau. Ils m'avaient convaincu que leur acceptation était un cadeau que je devais constamment rembourser. Je n'étais pas seulement une épouse. J'étais un cas de charité qu'ils avaient gracieusement admis dans leur cercle. Chaque fois que je payais une facture, chaque fois que j'avalais une insulte, chaque fois que je signais un chèque, je payais mon droit d'entrer dans une famille que je croyais meilleure que la mienne. J'ai regardé Logan. J'ai regardé le devis et j'ai senti cette chaîne lourde et familière tirer sur ma gorge. Je ne voulais pas être la fille ingrate d'un foyer brisé. Je ne voulais pas être la sangsue. Je voulais être digne. Alors, j'ai fait le chèque. 12 000 $ de mes économies. De l'argent que j'avais gagné en gérant des chaînes d'approvisionnement, en optimisant la logistique, en travaillant 50 heures par semaine. Bonne fille, dit Logan, arrachant le chèque avant que l'encre ne soit sèche. Maman sera ravie. Il n'a pas dit merci. Il est juste sorti. Ils ont commencé les rénovations la semaine suivante. Suzanne venait tous les jours pour superviser, critiquant mon ménage pendant que les ouvriers démolissaient la salle de bain que j'avais payée. Elle me traitait comme une squatteuse dans ma propre maison. Même si c'était mon argent qui payait le marbre sur lequel elle marchait. J'ai alors réalisé que la chaîne ne me protégeait pas. Elle m'étranglait. J'avais payé 12 000 $ pour une cage dorée, pensant que cela m'achèterait le respect, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est un sol chauffant sur lequel j'avais à peine le droit de poser les pieds. La semaine du 65e anniversaire de mon père, la tension dans la maison était palpable. Logan vibrait d'anxiété. Son PDG arrivait de New York le samedi, le même jour que le dîner de mon père.
Logan essayait depuis des semaines d'obtenir une réservation à l'encre dorée, faisant jouer ses relations, soudoyant des assistants, rafraîchissant l'application de réservation jusqu'à s'en user les pouces. Rien. Mercredi soir, je suis rentré à la maison et l'ai trouvé faisant les 100 pas dans le salon. Il s'est arrêté quand je suis entré, ses yeux se plissant. « Tu as une réservation » dit-il. Ce n'était pas une question. J'ai posé mon sac. J'ai vu l'email de confirmation sur l'iPad. 19h samedi. Une table de choix au bord de l'eau à l'encre dorée. Il s'est approché, envahissant mon espace. Comment tu l'as eu? J'essaie depuis un mois. J'ai un contact, ai-je dit vaguement. C'est pour l'anniversaire de mon père. Je te l'ai dit. Annule-la. L'air s'est raréfié dans la pièce. Quoi? Annule le dîner d'anniversaire. Ou plutôt, transfère-moi la réservation. J'ai besoin de cette table, Emma. Le PDG s'attend au meilleur. Si je l'emmène dans un steakhouse de second rang, j'ai l'air faible. Si je le fais entrer à l'encre dorée à une heure de pointe, j'ai l'air d'un ponte. J'obtiens la promotion. On a l'argent. Non, ai-je dit. C'est les 65 ans de mon père. C'est spécial. Logan a ricané, passant une main dans ses cheveux. Spécial? Emma, sois sérieuse. Ton père est mécanicien. Il boit de la bière en canette. Il ne connaît pas la différence entre une entrecôte maturée à sec et un steak de supermarché. Il sera mal à l'aise là-bas. Il me mettra dans l'embarras juste par sa simple présence dans cet endroit. C'est mon père, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage que je reconnaissais à peine. Et il mérite une soirée où il n'est pas traité comme s'il était invisible. Il est invisible, a crié Logan. Je suis parti. J'ai verrouillé la porte de la chambre. Je ne lui ai pas donné le code. Mais je l'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé jusqu'où un homme désespéré et obsédé par le statut pouvait descendre. Pendant que j'étais sous la douche le lendemain matin, il a fouillé dans mon téléphone. Il a trouvé la confirmation. Il se l'est transférée, puis il a appelé le restaurant en se faisant passer pour moi, changeant le nom sur la réservation. Je ne l'ai découvert que le samedi après-midi, à 16h, quand ce texto est arrivé. Celui qui me disait que mon père avait sa place dans un pub miteux. Il pensait m'avoir déjoué. Il pensait avoir volé le joyau de la couronne du week-end. Il ne savait pas qu'il n'avait pas seulement volé une table. Il était tombé droit dans un piège qui l'attendait depuis des années. Le samedi soir est arrivé, enveloppé dans une brume fraîche de Boston. Je suis allé chercher mon père avec ma propre voiture. Il portait son seul et unique costume correct, un vêtement gris anthracite qu'il avait acheté pour les funérailles de ma mère 10 ans plus tôt. Il était un peu serré aux épaules, mais il avait ciré ses chaussures jusqu'à ce qu'elles reflètent les lampadaires. Il avait l'air nerveux. Il avait l'air fier. Il ressemblait à un homme qui faisait de son mieux pour s'intégrer dans un monde qui ne lui avait jamais fait de place. « Tu es sûr de toi, ma puce ?» demanda-t-il alors que nous nous arrêtions devant le voiturier. « Cet endroit a l'air cher. On devrait peut-être juste aller manger un burger. »« Pas de burger ce soir, papa, » dis-je en lui serrant la main. « Ce soir, tu manges comme un roi. » Nous sommes entrés dans l'encre dorée. Le hall était une cathédrale de marbre et de feuilles d'or. L'air sentait le parfum cher et le bœuf vieilli. Le maître d'hôtel a levé les yeux, son visage professionnel et impassible. « Réservation au nom d'Emma » dis-je clairement. Il a tapoté son écran, a froncé les sourcils, puis a tapoté à nouveau. « Je vois la réservation, madame. Mais il semble que votre groupe soit déjà installé. Table 4, au bord de l'eau. » Je vois, dis-je. Ma voix était calme. Trop calme. Merci. J'ai guidé mon père vers la salle à manger principale. Elle était bondée. Le bourdonnement des conversations était bas et raffiné. Et là, dans la meilleure banquette d'angle surplombant le port, ma banquette, se trouvait Logan. Il riait de quelque chose que le PDG disait, se penchant avec cette énergie désespérée et avide de plaire. Suzanne et Jeffrey étaient là aussi, buvant un vin qui,
je le savais, coûtaient plus cher que le salaire hebdomadaire de mon père. Ils avaient l'air à l'aise. Ils avaient l'air de se sentir en droit. Logan nous a vus le premier. Son sourire a vacillé, puis s'est durci en un regard furieux. Il s'est levé et nous a interceptés avant que nous puissions atteindre la table, me barrant le chemin comme un videur. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il sifflé, sa voix basse mais venimeuse. « Tu as volé ma réservation, Logan, ai-je dit, assez fort pour que les tables voisines entendent. »« Je l'ai réaffectée » a-t-il corrigé, jetant un regard nerveux à son patron. « Regarde ton père, Emma. Regarde son costume. Il n'a pas sa place ici. On dirait qu'il est là pour réparer la plomberie, pas pour manger. Emmène-le dans un dîner où il sera à l'aise. Va-t'en. » Mon père s'est un peu ratatiné, ses yeux baissés vers le sol. « Non, ai-je dit. Nous n'allons nulle part. » Logan m'a attrapé le bras. « Tu fais une scène. Pars maintenant ou je te jure devant Dieu que tu n'auras pas de maison où rentrer ce soir. » Ce fut le moment. Le point de rupture. J'ai dégagé mon bras. Je n'ai pas regardé Logan. J'ai regardé au-delà de lui, vers les portes de la cuisine. J'ai levé la main, non pas pour saluer, mais comme un signal. Les portes battantes se sont ouvertes. La salle à manger est devenue silencieuse. Christopher est sorti. Il ne portait pas d'uniforme de serveur. Il portait une tenue de chef immaculée, son nom brodé sur la poitrine. Il n'a pas marché. Il a avancé à grandes enjambées. Le personnel s'est arrêté et s'est mis au garde à vous. Le maître d'hôtel a légèrement incliné la tête. Il est passé juste devant Logan sans même le regarder. Il s'est approché directement de mon père. « Joyeux anniversaire, papa » a dit Christopher, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Il l'a serré dans ses bras, ignorant les taches de graisse qui auraient pu être sur les mains de papa, ignorant le costume bon marché. Puis il s'est tourné lentement, délibérément. Il a regardé Logan, qui se tenait là, la bouche bée, pâle comme un linge. Il a regardé le PDG, qui le fixait avec confusion. Il a regardé Suzanne et Jeffrey, qui étaient figés, leur verre à mi-chemin. « Je crois, dit Christopher, sa voix glaciale et forte, que vous êtes assis à la table de mon père. » Pendant quelques secondes, le seul son dans la pièce fut le tintement des couverts des tables éloignées. Le PDG, un homme nommé Monsieur Sterling, connu pour sa cruauté dans les salles de conseil, regarda de Christopher à Logan, les sourcils levés en une interrogation silencieuse. Logan cligna des yeux, son cerveau visiblement en surchauffe alors qu'il essayait de réécrire la réalité à la volée. Il se leva, lissant sa veste, un sourire frénétique et plastique plaqué sur son visage. « Christopher » s'exclama-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Je ne savais pas que tu travaillais ce soir. Monsieur Sterling, voici et bien, c'est le frère d'Emma. On se connaît depuis longtemps. En fait j'ai tout organisé comme une surprise. » Il me regarda, les yeux écarquillés et suppliants, me priant de jouer le jeu. « N'est-ce pas, M ? Une surprise pour ton père. »« Arrête tes conneries, Logan, dit Christopher. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. L'autorité émanait de lui comme de la chaleur. Christopher claqua des doigts. Un serveur apparut instantanément, plaçant un plateau en argent sur la table, juste devant le PDG. Dessus, il y avait une seule feuille de papier cartonné de couleur crème. « Qu'est-ce que c'est » demanda Logan, son sourire vacillant. « L'addition ? Nous n'avons même pas encore commandé. »« Oh, ce n'est pas pour la nourriture, » dit Christopher, son regard fixé sur Logan. « Sterling, mon beau-frère ici présent, aime jouer le rôle du riche pourvoyeur. Il parle beaucoup de statut et de succès, mais la vérité est qu'il finance son style de vie et celui de ses parents sur le dos de ma sœur depuis 3 ans. » Monsieur Sterling prit le papier. Il ajusta ses lunettes et commença à lire. « Carrelage en marbre italien, 4 000 $, récita Christopher de mémoire, sa voix tranchant l'air. Système de plancher chauffant, 3 000 $. Meubles vasques et robinetterie sur mesure, 2500 $.
Paiement mensuel de gratitude déguisé en facture de service public, $2500. Christopher se pencha, posant ses mains sur la table. Total volé à ma sœur pour rénover une maison qui ne lui appartient pas, $12 000, payé intégralement par Emma. Solde restant sur le compte en banque de Logan, 0. Suzanne laissa échapper un hoquet, agrippant ses perles. Jeffrey baissa les yeux sur son verre de vin. Logan devint violet. C'était le moment que les psychologues appellent une blessure narcissique. Ce n'était pas seulement de l'embarras. C'était un anéantissement psychologique. Toute son identité, le cadre performant, le pourvoyeur, l'homme supérieur à la racaille ouvrière était en train d'être mise à nu devant la seule personne qu'il avait besoin d'impressionner. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas excusé. Il a explosé. Vous m'avez piégé, hurla Logan en frappant la table de sa main. La salle à manger devint silencieuse comme la mort. Vous avez planifié ça. Vous m'avez laissé venir ici. Vous m'avez laissé amener mon patron juste pour m'humilier. Il se tourna vers moi, son doigt pointé sur mon visage, tremblant de rage. Menteuse. Tu m'as dit que ton frère était cuisinier. Tu as caché ça. Tu as caché son argent. Tu m'as piégé pour me faire passer pour un idiot. Je n'ai rien caché, Logan, dis-je, ma voix stable et froide. Tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à te moquer du travail de mon père pour réaliser que son fils a bâti un empire. C'est une fraude, cria Logan au PDG, cherchant désespérément à contrôler le récit. Elle m'a manipulé. Elle m'a laissé payer pour elle m'a laissé penser, elle t'a laissé penser que tu étais un grand homme, termina Christopher pour lui. Mais nous savons tous qui a vraiment payé pour ce costume que tu portes. Monsieur Sterling posa le papier. Il regarda Logan avec une expression de dégoût pur et sans filtre. Ce n'était pas de la colère. C'était le regard que l'on porte à quelque chose de déplaisant collé sous une chaussure. Logan, dit Monsieur Sterling doucement. Asseyez-vous. Vous faites une scène. Mais monsieur, j'ai dit, asseyez-vous. Logan s'effondra sur sa chaise, respirant fort, ses yeux balayant la pièce, cherchant une sortie qui n'existait pas. L'illusion était partie. Le Golden Boy était parti. Il ne restait plus qu'un petit homme en colère, assis à une table qu'il ne pouvait pas se permettre, entouré des gens qu'il avait essayé d'effacer. Monsieur Sterling se leva, boutonnant sa veste avec une finalité qui résonna plus fort que n'importe quel cri. Il ne regarda pas Logan. Il me regarda, puis Christopher. Je m'excuse pour le dérangement, dit-il, sa voix sèche et professionnelle. Puis il tourna son regard vers l'homme affalé sur la chaise à côté de lui. Logan, ne vous donnez pas la peine de venir au bureau lundi. Vous êtes suspendu indéfiniment en attendant un audit interne complet de vos dépenses. Si vous traitez votre famille de cette manière, je ne peux qu'imaginer ce que vous faites avec les comptes de mon entreprise. Mais la promotion, murmura Logan, sa voix petite et brisée. La promotion est pour un leader, dit Monsieur Sterling en s'éloignant. Pas pour une sangsue. Suzanne et Jeffrey restèrent assis dans un silence stupéfait, leur verre de vin intact. Ils regardèrent Logan, puis moi, attendant que je règle la situation, que j'arrange les choses, que je paie l'addition, que je gère le désordre comme je le faisais toujours. Mais la banque d'Emma était fermée. J'ai enlevé mon alliance. Ce n'était pas un diamant. C'était un simple anneau que Logan avait acheté pendant ses années de vache maigre, promettant de l'améliorer plus tard. Il ne l'a jamais fait. Je l'ai posé sur le plateau en argent, juste au-dessus de la facture détaillée que Christopher avait imprimée. Emma, croassa Logan, tendant la main vers moi. Ne fais pas ça. On peut arranger ça. J'étais sous pression. Tu n'étais pas sous pression, Logan. Tu étais sous l'illusion que j'étais un accessoire dans ta vie, et non une partenaire. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé que je ne ressentais rien. La colère était partie. La blessure était partie. Il n'y avait que la clarté d'un bilan qui avait enfin été remis à zéro. Les rénovations, dis-je en montrant le papier, le carrelage, le sol chauffant, le meuble vasque. Considère ça comme mon cadeau de départ.
Ces 12 000 $ sont ton indemnité de départ, car je prends le seul atout qui compte vraiment. Je me suis tournée vers mon père. Prêt à manger, papa? J'ai une faim de loup, dit-il en se redressant. Nous n'avons pas mangé dans la salle à manger. Christopher nous a conduits à travers les portes battantes, devant le personnel de cuisine stupéfait, jusqu'à sa table de chef privé à l'arrière. C'était chaleureux. Ça sentait le romarin et l'ail. C'était bruyant, désordonné et authentique. Nous avons mangé des steaks qui fondaient comme du beurre. Nous avons ri à nous en faire mal aux côtes. Mon père a raconté des histoires sur son atelier, et pour la première fois en 3 ans, personne n'a levé les yeux au ciel. Alors que je regardais autour de la table, mon frère et mon père, j'ai pensé à Logan, assis seul dans cette salle à manger froide et cher. Il existe une sorte de pauvreté spécifique qui n'a rien à voir avec l'argent. C'est la pauvreté de l'âme. Les psychologues l'appellent l'illusion du portefeuille vide. La croyance que si vous achetez suffisamment de choses chères, vous deviendrez précieux. Logan portait un costume à 1 000 $, mais à l'intérieur, il était en faillite. Mon père portait un costume à 50 $ d'un magasin discount, mais c'était l'homme le plus riche que je connaisse. J'avais passé des années à essayer d'acheter une place à une table où je n'étais jamais la bienvenue. Je n'ai réalisé que ce soir que, depuis le début, je construisais ma propre table, et la vue d'ici était parfaite. Si vous avez déjà dû couper les ponts avec quelqu'un qui vous traitait comme une option tout en exigeant d'être traité comme une priorité, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.